Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes chez Facio Abogados, à Plaza Robles, à Escazú. Je suis en présence de Gabriel Clar, avocat, avec qui aujourd'hui on va échanger autour de tous les conseils à pouvoir vous donner dans un premier temps si vous voulez vous installer au Costa Rica. Du coup, sur toute la partie de l'assistance légale que vous pouvez obtenir dans un bureau d'avocat au Costa Rica quand vous souhaitez vous installer ici. Bonjour Gabriel. Bonjour Arthur, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir partager des conseils et recommandations juridiques, notamment à des étrangères qui souhaitent s'installer au Costa Rica, car effectivement il y a des choses qu'il faut apprendre en avance pour éviter des situations qui peuvent rendre plus compliqué, au moins simple, le procès de s'installer dans notre pays. Aujourd'hui, avec Gabriel, j'aimerais aborder trois questions principales. Premièrement, la question de la résidence, comment on obtient la demande de résidence au Costa Rica, quels sont les différents types de résidence qu'on peut obtenir. Dans un deuxième temps, tout ce qui concerne l'ouverture d'une entreprise au Costa Rica, avec les questions des documentations à obtenir, à fournir, la partie du plan fiscal qui est en train de changer en ce moment au Costa Rica, et la partie, dans un troisième temps, d'acheter un bien. Du coup, comment ça se passe au niveau de l'achat d'une maison, d'un projet hôtelier, comment on peut réaliser son projet hôtelier au Costa Rica, et du coup, toutes les démarches à suivre pour le réaliser. Donc, Gabriel, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche pour obtenir la résidence au Costa Rica? Quelles sont les différentes modalités pour l'obtenir? Et qu'est-ce que tu recommandes? Bien sûr. Alors, au Costa Rica, bon, il faut d'abord comprendre que, économique et politiquement parlant, Costa Rica, c'est un pays qui dépend beaucoup du tourisme et l'investissement étranger. Ceci étant dit, il faut comprendre que la loi est proposée de certaines façons pour accueillir l'étranger qui décide de s'installer dans le pays. C'est pas un pays qui évite l'immigration, il n'y a pas vraiment une police migratoire. Et en principe, il s'agit d'un procès assez simple, sauf pour un petit problème, c'est un procès qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de demandes et ils n'ont pas les moyens pour prendre tous les dossiers dans le même temps. Alors, au Costa Rica, nous avons 4 différentes catégories pour demander la résidence. La première, c'est la résidence à investisseur. C'est quand une famille, une personne fait un investissement à l'auteur de $200,000 ou plus. Et dans ce cas-là, il a le droit de demander la résidence. Okay. Bien évidemment, sa famille, sa femme, son époux, et les enfants vont bénéficier de cette résidence principale. La deuxième catégorie, c'est la résidence rentière. C'est quand nous arrivons à prouver que la personne qui fait la demande de résidence va recevoir sur son compte bancaire au Costa Rica une somme égale ou supérieure à $2,500 par mois pendant les prochains 24 mois. Okay. Ce qui fait une somme globale de $60,000. Est-ce que dans le premier cas, la personne qui a l'investissement de $100,000 doit réaliser l'investissement pour obtenir la demande de résidence? Oui, effectivement. Avant d'entamer le procès, il va falloir prouver que la personne a déjà fait cet investissement. Il y a plusieurs façons de prouver cet investissement. Une première option, c'est l'acte des ventes qui marque le prix d'achat à la somme de $200,000 ou plus. Une deuxième façon, c'est demander à la mairie correspondante de certifier la valeur de terrain. Ceci étant dit, il faut savoir que parfois on arrive à acheter un terrain qui coûte $150,000 au moins $100,000. On peut construire après une maison et grâce à la construction de cette maison, on peut augmenter la valeur du terrain auprès de la mairie et comme ça, les jours qu'on obtient la certification de valeur de la part de la mairie, la certification va indiquer que la valeur de ce terrain est supérieure à $200,000. Ce qui nous permet effectivement d'obtenir la résidence. On peut aussi, c'est un investissement de $200,000 ou plus dans le sol costaricien et ça peut se faire aussi avec des achats de voitures, avec des placements d'argent, et non pas forcément avec l'achat d'un terrain, une maison. Donc, par exemple, on peut acheter une maison de $100,000 et 2 voitures de $50,000, ce qui fait un total de $200,000. À la fin, ce qu'il faut prouver, c'est effectivement l'investissement. Okay. Donc, pour revenir à la deuxième catégorie, donc la catégorie rentier. Donc, il faut prouver que la personne qui demande la résidence a fait
va obtenir, va recevoir sur son compte bancaire au Costa Rica une somme égale ou supérieure à $2 500 par mois pendant les prochains 24 mois. Donc, je vais vous expliquer un total de $60,000. Je vous explique ça parce qu'il y a différentes façons de l'obtenir. Une, c'est par exemple que la banque du pays dans lequel vous habitez ou avec la banque avec laquelle vous travaillez certifie parmi une lettre comme quoi effectivement actuellement cette personne a des fonds suffisants pour garantir que pendant les prochains 24 mois il va recevoir sur son compte bancaire au Costa Rica la somme de $2 500 par mois. Et sinon, une deuxième solution, c'est faire un placement au Costa Rica de $60,000 avec un fonds d'investissement. Et donc, grâce à ce placement, le fonds d'investissement peut certifier qu'aujourd'hui, ils ont l'argent suffisant dans leur compte pour garantir que pendant les prochains 24 mois, ils vont pouvoir verser la somme de $2 500 par mois sur le compte bancaire de la personne qui demande la résidence. Quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est Costa Rica, c'est un pays qui a de très bonnes opportunités au niveau de l'intérêt. C'est-à-dire qu'un placement comme ça, fixe, c'est-à-dire liquide, de façon telle qu'on puisse demander l'argent qu'on veut, va payer plus ou moins un taux d'intérêt de plus ou moins 5% par an. Quelque chose qui est très intéressant par rapport au taux d'intérêt qu'on est habitué à avoir en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est pas seulement une solution pour solutionner la résidence au Costa Rica, mais aussi une très bonne opportunité pour placer l'argent. La troisième catégorie, c'est les permis de travail. Une société costaricienne a le droit d'embaucher un étranger et le faire travailler au Costa Rica. Par contre, il faut savoir que la loi va protéger toujours la main-d'œuvre costaricienne. Ceci étant dit, il faut savoir que dès le moment qu'on fait ce type de demande, il faut prouver pourquoi on a besoin d'un étranger et pas d'un costaricien. Par exemple, une société qui va exploiter la restauration et qui a besoin d'un chef qui a été formé en France et qui parle français parce que son marché ça va être 100% français, il faut expliquer que la raison pour laquelle ils n'ont pas la possibilité de travailler avec un costaricien, c'est parce que notamment le costaricien, il n'a pas une formation dans une école française et qu'en plus il ne parle pas la langue française. Comme ça, on peut défendre éventuellement le fait que cette personne ne soit pas costaricien et pourquoi la raison de faire venir un étranger. Ouais. Généralement, c'est quand même plus une question de spécialisation que de parler français. Exactement. Il y a le deux en fait. Mais il faut savoir que si vous voulez, c'est la catégorie la moins simple vis-à-vis de cette protection de la main-d'œuvre costaricienne. Et la quatrième catégorie, c'est tout ce qui est un lien familial au Costa Rica. C'est-à-dire qu'un couple de Français qui vient s'installer au Costa Rica et qu'ils ont un enfant au Costa Rica, l'enfant il va être costaricien par loi, et donc les parents ils ont le droit d'obtenir la résidence au Costa Rica parce que leur enfant est costaricien. Également, une personne qui vient au Costa Rica qui termine par se marier avec un costaricien ou une costaricienne, éventuellement cette personne a le droit aussi à demander la résidence, pourquoi pas plus tard la nationalité. Donc ça c'est les quatre types les quatre catégories pour demander la résidence au Costa Rica avec les différents scénarios, avec les différentes conditions. Donc, combien de temps ça peut prendre à peu près cette démarche? Alors, comme je l'expliquais au début, malheureusement, actuellement, le bureau de migration du Costa Rica peut prendre entre 7 à 12 mois pour résoudre une demande de résidence. Nous, les conseils qu'on fait à nos clients, c'est essayer de présenter le dossier complet. Il y a beaucoup d'avocats ou beaucoup de personnes qui présentent leur dossier à la moitié en pensant que plus tard, 3 mois après, ils vont acheter un terrain et comme ça, ils vont trouver l'investissement de $200,000. Ça, c'est très mal vu par le bureau de migration. Et donc, ils vont retarder, ils vont mettre ces dossiers pour après. Donc, l'idéal, c'est ne pas aller trop vite. Prendre le temps pour acheter le terrain. Comme je vous explique, il n'y a pas vraiment une police migration qui cherche des étrangers qui sont dans le pays. Nous avons des solutions pour être en règle sans nécessairement retourner au pays. Par exemple, on peut faire très facilement passer un week-end au Nicaragua, Panama ou d'autres pays qui sont très loin du Costa Rica. Et comme ça, renouveler la visa de tourisme qui
qui est valable pendant 3 mois. Oui. Comme ça, on prend le temps nécessaire pour prendre la décision de ce que vous voulez faire. Et puis, une fois que vous avez tous les éléments, on peut présenter le dossier et comme ça, on peut garantir que le bureau de migration va prendre ces dossiers de façon cohérente et responsable et notamment optimiser les temps de résolution. Ouais. Et quel est l'avantage de passer par un cabinet d'avocats pour faire les démarches migratoires? Est-ce qu'on peut les faire de manière indépendante ou est-ce que c'est une obligation de passer avec des avocats? Non, il est effectivement possible de le faire. C'est pas une obligation de passer par un avocat. Par contre, vis-à-vis de la recommandation que je viens d'expliquer, comme quoi il vaut mieux de présenter un dossier qui est complet. Le mieux c'est de passer avec un avocat expert dans la matière de migration qui puisse dire comment va être interprété, de quelle façon doit être rempli, s'il a besoin d'être présenté à l'apostille, si c'est un document simple, s'il doit être certifié. Parce que ce type de choses, pour une personne qui n'est pas habituée, qui n'a pas l'habitude de faire ce type de démarche, des choses simples comme ça peuvent retarder le dossier 3, 4, 5 mois. Ouais. Donc du coup, le plus simple, c'est de passer par un avocat qui au moins rassure le client comme quoi les choses sont faites correctement et qui vont être acceptées dès le premier moment par le bureau de migration et qu'il n'y aura pas de retard nécessaire. Okay. Donc, bon, c'est pas une obligation, mais notamment c'est très bien possible. Ok. Dans un deuxième temps, j'aimerais savoir un petit peu plus concernant la partie d'ouverture d'une entreprise au Costa Rica. Quelles sont les démarches à suivre, comment ça marche, et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu éventuellement de la partie de l'ouverture d'un compte bancaire, et en troisième temps de la partie du plan fiscal au Costa Rica, comment ça va affecter les entrepreneurs qui sont déjà au Costa Rica et les gens qui veulent venir s'installer, et quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au fait de une entreprise ici. Bien sûr. Alors ici, au Costa Rica, nous avons plusieurs types de sociétés. Les deux types de sociétés plus communs sont la société anonyme et la société de responsabilité limitée. Ce sont des sociétés assez similaires, mais avec 3 petites différences. La première, c'est que la société anonyme a été créée pour des organisations beaucoup plus complexes. Donc, par loi, il y a un président, un secrétaire, un trésorier, un fiscal. Et d'après la loi costaricienne, chacun de ces membres de conseil d'administration ont leurs propres obligations. Tant que dans la société limitée, on peut avoir un gérant ou 15 gérants. Parce que c'est une société qui a été créée surtout pour des organisations plus simples, plus familiales. Donc, ces 15 ou 12 ou 7 gérants ont exactement les mêmes responsabilités. Ils sont solidairement responsables dans tous leurs actes. Dans la société anonyme, le capital social est connu comme des actions. Et dans la société limitée, le capital social est connu comme des quotes. Également, dans la société anonyme, il y a une liberté totale pour vendre des actions à qui je veux, quand je veux, sauf s'il y a un contrat spécifique qui l'empêche. Tant que dans la société limitée, d'après la loi costaricienne, une personne qui souhaite vendre sa participation dans le capital social est obligée d'abord de donner un droit de priorité à ses copartenaires, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'une société familiale dans laquelle le partenaire ne souhaite pas s'être retrouvé avec une personne qu'il ne connaisse pas, et donc il faut donner le droit de priorité à ses partenaires actuels pour essayer de rester en famille. Les deux types de sociétés ont la particularité que d'après la loi costaricienne, c'est un système, c'est une formation dont le propriétaire des actions ou des quotes, c'est complètement privé, anonyme. Le seul endroit où ça va être enregistré, c'est dans le livre légal de registre des partenaires. Et donc, il n'y a aucune façon pour savoir qui est le propriétaire d'une société. C'est la raison aussi pour laquelle, comme nous créons de sociétés ici au Costa Rica pour les clients, on propose à nos clients de mettre 2 personnes, 2 collaborateurs de notre cabinet à créer cette société, et une fois qu'elle est créée, ces 2 personnes, ces 2 collaborateurs vont transmettre les actions ou les quotes à la personne, au bénéficiaire final. Il faut aussi savoir qu'ici au Costa Rica, il n'y aura aucune interdiction pour qu'un étranger puisse créer une société ou devenir propriétaire du capital social de la société. C'est un procès assez simple, c'est un procès qu'on peut faire à distance. Donc le client ou la personne qui souhaite créer une société au Costa Rica n'est pas obligé forcément de venir dans le pays pour pouvoir signer les papiers.
une fois que la société a été créée et que les actions ont passé à son nom, tous les documents pour accepter les charges, la position du président ou du gérant, etc., pourront être signés à la distance. Ok. Après, pour ce qui concerne le compte bancaire, donc c'est un procès, il faut savoir que c'est un procès assez compliqué au Costa Rica. Actuellement, une personne étrangère qui souhaite ouvrir un compte bancaire au Costa Rica en nom personnel, c'est impossible. Il n'y a pas de façon, sauf si la personne est bien résidente au Costa Rica, bien évidemment. Sinon, il faut forcément passer par une société costaricienne. Et même là, soit le représentant légal de la société, soit les actionnaires, ils doivent prouver à la banque comme quoi leur résidence est déjà en cours, la résidence a été déposée. Donc c'est pas assez simple. C'est un procès compliqué. Il faut savoir que Costa Rica c'est un pays qui est situé entre la Colombie, le Mexique et les États-Unis. Et donc du coup, on a beaucoup de problèmes de blanchiment d'argent, de trafic de drogue. Et donc tout ça a créé ou a poussé une politique nationale bancaire qui est très fermée, qui est très protectrice. Et donc, du coup, il faut se méfier, c'est pas si simple que ça. C'est une démarche qui peut être faite par les clients, sans passer obligatoirement par un avocat. Par contre, c'est une démarche aussi dans laquelle nous conseillons de passer par un avocat, notamment, parce que les avocats, normalement, ils ont des contacts importants dans les banques, quelque chose qui permet de rassurer la banque, de façon telle que la procédure d'ouverture de compte bancaire devient beaucoup plus simple. Et sinon, finalement, pour terminer avec la partie fiscale au Costa Rica, effectivement, c'est un sujet qui commence à beaucoup changer. La loi fiscale costaricienne, c'est une loi très vieille et n'est pas actualisée. On a beaucoup de pression des pays étrangers qui investissent au Costa Rica, etc. Et nous avons effectivement un problème fiscal. Donc tout ça a motivé le gouvernement, les derniers gouvernements à créer des nouvelles lois pour modifier tout ça. Donc l'année dernière, septembre 2018, on a créé une nouvelle loi fiscale. Cette nouvelle loi fiscale a amené beaucoup de modifications, beaucoup de changements, notamment la TVA, quelque chose qui avant n'existait pas. À partir de 1er juillet 2019, nous avons payé la TVA à hauteur de 13% sur les biens et les services. Et après, comme je t'expliquais avant, donc ici au Costa Rica, jusqu'à présent, le capital social des sociétés sont complètement anonymes. À partir de octobre 2019, il va falloir enregistrer auprès de la Banque centrale du Costa Rica qui sont les propriétaires de sociétés. Donc ça va rester, entre guillemets, anonyme parce que c'est vrai qu'une personne commune n'aura pas accès à ce type d'informations. Mais le gouvernement a déjà accès à cette information, donc ça change beaucoup. Pourquoi ils ont fait ça? Bon, parce qu'avant, c'était très simple d'acheter un terrain, un immeuble, une maison au nom d'une société, et après, afin d'éviter les coûts de timbre de registre national et l'impôt transfert, c'était plus simple de transférer les actions d'une société, et comme ça, éviter tous ces coûts, quelque chose qui permettait d'en payer moins cher. Donc, grâce à ce système, maintenant, une personne qui sait faire ça va passer les impôts transferts dès le moment qu'il va actualiser la Banque centrale de Costa Rica comme quoi il y a une nouvelle personne qui est devenue propriétaire de capital social. Si cette société a un bien immobilier, il va falloir payer l'impôt sur le transfert immobilier. Donc effectivement, il y a beaucoup de modifications. Nous, en tant que cabinet, on essaie de communiquer une note fiscale tous les mois à nos clients et nos amis, afin que tout le monde soit actualisé à propos des modifications, parce que ce sont des modifications importantes qui vont effectivement changer un peu la façon de laquelle nous sommes habitués à faire les choses. Maintenant, il y a beaucoup de stratégies pour optimiser ces genres de choses. Il faut savoir que le Costa Rica reste un pays qui se présente mondialement comme un pays qui souhaite attirer l'investissement étranger. Et donc, du coup, on va pas, le pays est conscient qu'on peut pas non plus à tout taxer, tout imposer des taxes, parce que ça va éloigner des potentiels investisseurs dans le pays, et c'est pas du tout l'objectif du pays. Simplement, l'objectif du pays, c'est de se mettre un peu plus en règle avec les différents systèmes
d'autres pays. Et puis, nous sommes devenus signataires de l'OCDE en septembre de l'année dernière, 2018. Et donc, il y a beaucoup de pression pour devenir un peu à travailler avec les mêmes règles. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Merci. Dans un troisième temps, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'achat des terrains au Costa Rica, l'achat d'un terrain, d'un bien, comment ça se passe et quelles sont les démarches aussi pour éviter d'avoir des problèmes par la suite avec une mauvaise acquisition. Parfait. Oui, effectivement, je pense que ça, c'est un sujet assez important et il y a beaucoup de choses qu'il faut aborder dans ce sujet. La première, je dirais qu'une différence très importante dans la façon de faire les choses au Costa Rica, c'est qu'un client, il va d'abord arriver ici au Costa Rica, une personne qui souhaite acheter un terrain ou une maison au Costa Rica va prendre contact d'abord avec une agence immobilière. Malheureusement, au Costa Rica, il n'y a pas un système qui impose les agents immobiliers à avoir de formation dans le domaine. Donc ici, tout le monde peut servir comme agent immobilier, même les étrangers. Après avoir passé quelques temps ici au pays, ils pensent qu'ils ont les connaissances pour faire ce type de service. Et la réalité, c'est que malheureusement, non. Donc nous, ça nous arrive beaucoup voir des personnes qui viennent au Costa Rica, par exemple, avec l'intérêt de construire un hôtel dans les côtes, par exemple. Ils passent par un agent immobilier qui va les présenter beaucoup d'options de terrain en vente, quelque chose qui est très bien. Mais par contre, finalement, quand ils arrivent au cabinet d'avocats pour nous rencontrer, pour commencer les démarches pour acheter le terrain, et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un terrain, le projet, c'est la construction d'un hôtel, et nous, on se rend compte tout de suite qu'il s'agit d'un terrain, ce qu'on appelle une parcelle agricole, dans laquelle on n'a pas le droit de faire une activité commerciale, économique, etc. Et donc, du coup, c'est à nous de leur donner la mauvaise nouvelle, comme quoi, en fait, c'est pas possible de développer une activité comme ils ont en tête, et ils ont perdu tout ce temps-là avec l'agent immobilier pour aller chercher un terrain, et pour rien. Ouais. Donc, moi, je conseille de prendre contact en même temps avec l'avocat et avec l'agent immobilier, de façon telle que chaque fois qu'il y a un terrain qui pourrait être intéressant, prendre contact vite fait avec l'avocat simplement pour être sûr que c'est un terrain qui aurait la capacité ou les moyens de pouvoir développer une activité qui correspond à ce que la personne cherche. Une fois que la personne a trouvé un terrain effectivement qui le convient, soit pour un projet, soit pour habiter, soit une maison par exemple, la procédure que nous conseillons à chaque fois, c'est de signer un contrat d'option d'achat. Le fait de signer un contrat d'option d'achat nous permet, en premier moment, de bloquer les conditions de vente. C'est-à-dire le prix des ventes, si par exemple le vendeur a accepté de financer une partie du prix, quelles sont les conditions de ces financements, etc., etc. Nous allons établir dans ce contrat d'option d'achat un terme pour réaliser l'audit. Un audit dans lequel nous allons confirmer toutes les conditions suspensives. Si par exemple la personne qui va acheter le terrain, il souhaite construire un hôtel ou des bungalows et des piscines, etc., nous, dans les conditions suspensives, nous allons bien marquer comme quoi l'acquéreur il va acheter le terrain seulement s'il arrive à confirmer toutes ces conditions, de façon telle qu'il soit rassuré comme quoi le terrain qu'il va acheter correspond ou le projet qu'il a en tête est réalisable dans ce terrain. Okay? Sachant que s'il y a une condition suspensive qui n'a pas été confirmée dans cet audit, il ne sera pas obligé à acheter et il va pouvoir récupérer le dépôt de garantie qui va payer, qui va payer au moment de signature d'option d'achat. Le vendeur il est dans cette condition complètement bloquée, c'est-à-dire qu'il est, dès le moment qu'on termine l'audit, il sera obligé à vendre si l'acquéreur voudrait acheter. Même si les conditions suspensives ne sont pas confirmées. Le vendeur il est forcément obligé à acheter. Bien évidemment, si toutes les conditions suspensives ont été confirmées de façon satisfactoire et que par contre l'acquéreur ne souhaite plus acheter parce qu'il a changé d'avis ou X, dans ces cas-là, il va perdre le dépôt de garantie qui a été versé en faveur du vendeur. En parlant du dépôt de garantie, nous, ce que nous conseillons, c'est de signer un contrat de fidélité de garantie dans lequel nous allons verser cet argent à une tierce personne qui va contrôler cet argent, sachant que si les conditions suspensives n'ont pas été confirmées et que l'acquéreur souhaite de ne plus acheter le terrain, le fiduciaire va rembourser cet argent également
à l'acquéreur sans passer par un procès de forcer les vendeurs à rembourser cet argent. Ouais. Ici au Costa Rica, malheureusement, on n'a pas un système de compte séquestre comme on a en France, par exemple, dans lequel le notaire public peut conserver cet argent et jouer comme ça. Mais c'est exactement le même principe. Une fois que le contrat d'option d'achat a été signé, donc le deuxième step, c'est de faire l'audit, d'aller confirmer toutes les conditions possibles, de réviser qu'il n'y a pas des embargos, qu'il n'y a pas des annotations, qu'il n'y a pas des choses sur le terrain qui pourraient éventuellement affecter l'acquéreur. Il faut se méfier ici au Costa Rica, il y a on entend parfois beaucoup des histoires comme par exemple une personne qui a vendu un terrain et le lendemain il a vendu le même terrain à une autre personne. Donc il faut faire ces types d'enquêtes afin de rassurer la situation, comme quoi il n'y aura pas de procédure de litige après pour rectifier la situation. Mm-hmm. Une fois que l'audit est conclu et que toutes les conditions suspensives ont été confirmées, ou même si c'est pas le cas et l'acquéreur souhaite continuer avec l'achat, on peut donc signer l'acte de vente. Normalement, ça dépend du type d'audit que nous allons faire, c'est différent. C'est pas le même audit pour un terrain qui est vide que pour un hôtel qui est en vente. Une fois que nous avons terminé l'audit et que nous sommes toujours dans le terme du contrat, nous allons formaliser l'acte de vente afin de passer les titres en faveur de l'acquéreur. Ouais. Il y a un point là-dessus qui est important à dire, c'est faire amener de l'argent au Costa Rica. Donc, comme je vous expliquais avant, ici au Costa Rica, c'est un pays avec une politique bancaire assez compliquée. Et donc, chaque fois qu'on ramène de l'argent de l'étranger, il va falloir prouver la provenance de l'argent. Simplement pour prouver que c'est de l'argent légitime, que ça provient d'une activité légitime. Donc ça, il faut aussi faire attention de ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus, parce que sinon, parfois on risque on est juste à la fin du délai pour pouvoir signer l'acte de vente, et l'argent n'est pas encore arrivé au Costa Rica. Et finalement, simplement faire le point comme quoi, normalement, nous conseillons à nos clients d'acheter le bien au nom d'une société. La raison pour laquelle nous conseillons ça, c'est pour précisément séparer le patrimoine de la personne physique du patrimoine de la société. Comme ça, si par exemple, la personne qui achète le terrain, malheureusement, il a un accident en voiture et qu'il a été considéré responsable par un juge, il va être condamné à payer tout dommage de préjudice, il pourra toucher les actifs de la personne physique et non pas les actifs de la société qui est complètement séparé. Comme ça, on protège l'actif principal qui est notamment le bien acheté au Costa Rica. Aussi, de ces points de vue-là, quand la personne souhaite exploiter une activité économique dans le terrain, admettons que la personne achète un terrain pour construire des bungalows, une piscine pour faire l'activité hôtelière, nous, ce que nous conseillons, c'est donc acheter le terrain au nom d'une société costaricienne et puis signer un contrat de location avec une autre société complètement différente. Et ça sera la société qui loue qui obtiendra les permis d'opération d'exploitation hôtelière. Comme ça, si un client décide d'entamer un procès contre l'hôtel parce qu'il est tombé ou parce qu'il a un mauvais service, etc., il va pouvoir attaquer la société qui loue et les patrimoines de la société qui loue et non pas la société propriétaire du bien, encore avec l'intérêt de protéger l'actif le plus important qui est l'immobilier. Ouais. Donc voilà, ça c'est le procès pour acheter un terrain au Costa Rica. Ouais. Au niveau le coût, ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup de la forme dans laquelle ça va être acheté, si c'est un nom propre, si c'est un nom de personne juridique. Ce que je peux expliquer en ce moment, c'est que la partie de formalisation de l'acte de vente, c'est un acte qui doit être réalisé par un notaire public. Les honoraires d'un notaire public et les frais pour cette transaction sont établis par loi. Donc, alors c'est simple, ça correspond à 3,55% de la somme du prix des ventes. 1,25% qui correspond à honoraire de notaire public, 1,5% qui correspond à un port de transfert et 0,8 qui correspond à un du registre public. Ok. Merci Gabriel. C'était un grand plaisir. J'espère qu'on pourra faire ce type d'exercice une prochaine fois avec un autre sujet complètement différent, de façon telle qu'on puisse aider pour vos potentiels clients ou amis à prendre la meilleure décision pour investir ou s'installer au Costa Rica.
Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si on peut devenir aussi vos collaborateurs pour ce type de dossier dans le pays. Ouais. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les données concernant Patio Abogados dans la partie basse. Je vous invite aussi à écrire des commentaires si vous avez des questions à poser à Gabriel ou d'autres questions qui vous intéressent sur la partie de construire votre projet au Costa Rica. Et je vous invite aussi à souscrire à notre canal. On continuera à publier des entretiens avec des professionnels du monde de la construction et des démarches à réaliser pour se lancer le Costa Rica. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.